Au matin du 14 novembre 1999, le corps calciné de Camille Berchel, 55 ans, est découvert au volant de sa voiture, près de la plage du Souffleur à Port-Louis. Camille a été assassinée. Il y a des témoins. Et ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est de libérer la parole. Le deuil est impossible à faire puisque l'affaire n'est pas résolue. De soulager leur conscience pour qu'ils puissent enfin nous dire ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé et que justice soit rendue à notre père. Il aurait donc pu avoir des ennemis dans son entourage professionnel. Il y a trop de zones d'ombre concernant les circonstances de la mort de Camille. On ignore si la fin prématurée du professeur Berchel a un rapport avec le dossier sulfureux de l'eau polluée de la Désirade. Peut-être que là encore, le professeur Berchel a dérangé. Mais ça a été le début d'une série d'événements inquiétants. Plusieurs hommes armés de fusils de chasse calibre 12 le font sortir de son véhicule et l'abattent de 2 tirs à bout portant. Son corps sera retrouvé le lendemain, carbonisé. Il y a des gens qui savent, mais ils ne parlent pas depuis 20 ans. Si quelqu'un a décidé qu'il fallait qu'il meure, ça pouvait être beaucoup de monde. La seule manière de relancer les choses, c'est qu'un nouvel élément puisse faire réouvrir l'enquête. Hello, c'est Lionel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui est très méconnue en France, plus en Guadeloupe. C'est une affaire que j'ai découverte un peu par hasard. J'ai été touché par l'histoire de Camille Berchel et le combat de sa famille depuis plus de 20 ans. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui son histoire. Cette vidéo est faite indépendamment de la famille, de ma propre initiative. Mais voilà, je fonctionne par coup de cœur et aujourd'hui j'ai décidé de porter à votre connaissance cette affaire qui est à la fois dramatique et un peu choquante aussi. Les proches de Camille et tous ceux qui l'ont connue sont toujours aujourd'hui dans l'attente de la vérité et aussi de la justice. Donc on va faire comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter les faits et ensuite il y aura une partie commentaires et analyse. Mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, si vous pensez que ces vidéos sont utiles, je vous remercie de liker cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne en activant la cloche afin de ne louper aucune future vidéo. Merci. Commençons avec la présentation des faits. On va partir sur l'île de la Guadeloupe, aux Antilles françaises, et on va remonter en 1999. À l'époque, Camille Berchel a 55 ans. Professeur de médecine, Camille est depuis plus de 20 ans chef du service de pédiatrie et de néonatologie du CHU, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre qui est la capitale de la Guadeloupe. Père de 2 enfants, Marie-Ève et Nicolas, Camille est un professeur renommé. Le docteur Berchel s'est consacré toute sa vie à son métier et aux enfants guadeloupéens. Son premier champ de bataille a été de diminuer la mortalité périnatale, de mieux prendre en charge les nouveau-nés prématurés et surtout de diminuer le nombre de mamans et de bébés malades en mettant en place un système préventif. Il serait bien trop long de lister toutes les actions du docteur Berchel en Guadeloupe, mais il a par exemple été un pionnier de la lutte aux Antilles contre la drépanocytose, une maladie génétique qui affecte les globules rouges, responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Camille est, avec le professeur Guy Méraud, l'un des créateurs du centre caribéen de la drépanocytose à Pointe-à-Pitre. Et la Guadeloupe doit beaucoup à ces 2 professeurs. C'est grâce à eux si tous les enfants de la Guadeloupe sont maintenant dépistés contre la drépanocytose dès leur naissance. Au CHU de Pointe-à-Pitre, donc le principal hôpital de la Guadeloupe, Camille Berchel jouit d'une solide réputation professionnelle. Et intègre et dévouée, Camille est quelqu'un d'entier et déterminé à défendre ses idées. C'est un Guadeloupéen qui se bat pour toujours améliorer la prise en charge des nouveau-nés de Guadeloupe. Et pour cette noble cause, il lui arrive parfois de se mettre en colère. Fortement impliqué dans son métier, Camille est exigeant avec ses collaborateurs. Il refuse la médiocrité. Et vu sa personnalité et son engagement très fort, Camille est quelqu'un qui dérange. À l'hôpital, il n'a pas que des amis. Il doit faire face à des campagnes de dénigrement, parfois même des menaces de mort. Camille est une sommité qui suscite des jalousies et aussi des rancœurs. Mais pour Camille, c'est secondaire. Pour lui, la priorité, c'est la santé des Guadeloupéens. Donc en 1999, le professeur Berchel a une vie bien remplie. Mais son destin va se briser dans des circonstances troubles. Le dimanche 14 novembre 1999, au matin, Camille prend sa voiture et se rend au cimetière de Port-Louis, à proximité de la plage du Souffleur, à une bonne trentaine de kilomètres au nord de Pointe-à-Pitre. Camille a l'intention de se recueillir sur la tombe de son ami, Guy Méraud, décédé 4 ans plus tôt.
Vous connaissez le professeur Méraud, c'est avec lui qu'il avait créé le centre caribéen de la drépanocytose à Pointe-à-Pitre. Et comme chaque 14 novembre depuis 4 ans, Camille veut rendre ce jour-là hommage à son ancien collègue. Mais ce dimanche matin, vers 8 h, les autorités sont prévenues d'un incendie de voiture tout près du cimetière de Port-Louis. Et les secours arriveront trop tard. Ils vont découvrir la voiture blanche de Camille Berchel calcinée avec un corps carbonisé à l'intérieur. À ce stade, on ignore toujours l'identité du cadavre et la cause du décès. Mais la radio locale et la rumeur populaire annoncent tout de suite le suicide du docteur Camille Berchel. On annonce tout de suite le suicide du professeur Berchel, alors que primo, sa famille n'est même pas au courant, secondo, on n'a pas encore identifié son corps de manière formelle, et tertio, l'enquête a à peine commencé. Et la nouvelle du suicide est même reprise par les médias en métropole. Des gens, des journalistes appellent même les sœurs de Camille pour leur présenter leurs condoléances. Et bien sûr, c'est un choc pour elle, elle tombe des nues. Vers 13 h le dimanche, Max Berchel, le frère cadet de Camille, vient sur les lieux de l'incendie au cimetière de Port-Louis. Les gendarmes l'ont fait venir à des fins d'identification. Max reconnaît la voiture de son frère et sur le siège conducteur, il voit un corps dont le tiers supérieur est calciné, des pectoraux jusqu'à la tête. Il est très difficile de reconnaître ce corps parce qu'il est brûlé au 3e degré. Ce qui est intriguant, et on en reparlera plus tard, c'est que le bas du corps, le pantalon, tout comme le siège de la voiture, sont intacts. Ils ne sont pas brûlés. Un policier présent sur place avec Max récupère dans la poche du pantalon du corps un carnet de notes. Max examine le contenu de ce carnet. Et là, il reconnaît l'écriture de son frère. Il observe à nouveau le corps dans la voiture et il dit c'est probablement lui. C'est probablement Camille. L'identité du cadavre sera confirmée ultérieurement par des examens dentaires. On est certain qu'il s'agit bien de Camille. Le lendemain, une autopsie conclut à une mort par asphyxie avec inhalation importante de fumée. Selon la presse et les rumeurs, le professeur Berchel se serait suicidé à cause d'une erreur médicale. En effet, un nourrisson placé en couveuse a été grièvement brûlé à l'hôpital, à tel point qu'il a dû être amputé des jambes. Camille était très affectée par l'accident. Voilà pourquoi il se serait donné la mort. Pas du moins, selon la thèse officielle. Mais dès le départ, la famille ne croit pas au suicide. Il rejette cette thèse pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, des raisons personnelles. On a dit que les jours précédents, Camille Berchel avait passé beaucoup de temps à l'hôpital, sous-entendu pour mettre ses affaires et ses dossiers en ordre avant de mourir. Mais en fait, il était juste de garde. Même s'il adorait sa famille et ses enfants, Camille était quelqu'un qui s'investissait énormément dans son travail. Et il n'était pas rare qu'il travaille même le jour de Noël. Marie-Ève, la fille de Camille, est persuadée que sa fin tragique n'a rien à voir avec l'accident de couveuse. Elle a déclaré que chaque décès le touchait personnellement, mais que ça n'était pas une raison pour se suicider. Camille avait certes été affectée par ce tragique accident, l'amputation de ce bébé brûlé, parce que ses patients c'était comme ses enfants. Mais il ne se serait pas ôté la vie pour autant. Se suicider n'était pas dans son caractère. Max Berchel a même expliqué dans une vidéo qu'il avait perdu un enfant lui-même. Et c'est pour cette raison qu'il avait dédié sa vie aux autres nourrissons. Et il a sauvé beaucoup d'enfants au cours de sa carrière. Donc quand on examine la vie privée de Camille Berchel, il est très peu probable qu'il se soit suicidé parce qu'en plus, Camille était quelqu'un de très catholique. Le suicide était contre ses convictions religieuses. Et il avait encore tout un tas de raisons de ne pas mettre fin à ses jours ce dimanche-là. Marie-Ève Berchel était sur le point d'accoucher de sa première petite fille. Elle est née 18 jours après sa mort. Et en plus, il y avait un risque qu'elle naisse prématurée. Donc non seulement Camille allait devenir grand-père, mais en plus, il n'aurait jamais laissé sa fille et sa petite-fille. Et il est mort le jour de l'anniversaire de son plus jeune fils. Donc vraiment, le suicide ne tient pas la route. Sa fille Marie-Ève l'a même eu au téléphone la veille du drame. Ils ont même parlé de football, de l'équipe de France. Ils ont discuté comme d'habitude et il n'y avait aucun problème. Marie-Ève Berchel, la fille de Camille, s'interroge quand même aussi sur le fait que dans le cadre de l'enquête, la famille n'ait pas été interrogée pour savoir dans quel état d'esprit Camille était les jours précédant le drame. Donc ça, c'était les raisons personnelles. Il y en avait quand même un certain nombre. Mais c'est pas fini. Il y a aussi des raisons techniques qui invalident la thèse du suicide. On va parler des constatations faites sur place. Si on accepte la thèse du suicide, on accepte le fait que Camille se soit immolé par le feu. Ça voudrait donc dire qu'il se serait aspergé d'essence avant de craquer une allumette. Mais ça ne colle pas par ce qui a été constaté par les gendarmes. Les lois de la physique font que quand vous faites couler de l'essence sur la tête, ça va ruisseler et couler sur le pantalon et le siège.
Ce sont les lois de la gravité. Or, dans le cas de Camille, le pantalon et le siège étaient intacts. Son corps était calciné donc de la tête jusqu'aux pectoraux, mais le reste n'a pas brûlé, qu'il s'agisse de son pantalon et du siège. Donc ça déjà, ça n'est pas logique. Et la voiture n'a pas entièrement brûlé non plus. Le bloc climatisation a été détruit, mais le moteur était quasi intact. Et ça n'est pas tout. Apparemment, la serrure de la porte du côté droit a été forcée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet incendie n'était pas d'origine accidentelle parce que cette voiture était récente. Camille n'avait même pas encore fini de la payer. Donc pour toutes ces raisons, sa vie privée, les constatations techniques, la famille de Camille Berchel rejette la thèse du suicide. On va voir qu'il y a encore d'autres éléments qui invalident cette théorie plus tard. Pour les proches de Camille, il a été victime d'un assassinat. Après la mort de Camille, la justice va ouvrir une information judiciaire contre X pour homicide volontaire. Donc il va y avoir une enquête. Et en 2000, un premier expert conclut que la victime se serait aspergée elle-même d'essence avant de mettre le feu. Il valide donc la fameuse thèse du suicide. Né en 2001, un an plus tard, un deuxième rapport d'expertise accrédite cette fois la thèse d'un homicide. En effet, une fenêtre de la voiture était restée ouverte et une personne à l'extérieur du véhicule aurait très bien pu verser un hydrocarbure à l'intérieur. Et puis il y a d'autres détails suspects. Rappelez-vous, la serrure forcée, côté droit, la position des allumettes, la position des bras du corps. Selon le spécialiste, l'hypothèse d'un acte criminel est la plus probable. Mais aussi incroyable et choquant que cela puisse paraître, la procédure judiciaire n'ira pas plus loin. Un non-lieu va être prononcé en 2005. Un non-lieu est une décision par laquelle le juge d'instruction déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre en justice. L'enquête est donc close sans poursuite judiciaire. C'est la fin de l'affaire, quoi. Selon Nicolas Berchel, le fils de Max, cette décision est à la fois incompréhensible et inadmissible. Autant vous dire que les proches de Camille n'acceptent pas cette décision. Pour eux, le deuil est juste impossible à faire parce que l'affaire n'a pas été résolue. Ils n'admettent pas le non-lieu et la thèse du suicide conclue par la justice et ils réclament que le dossier soit réouvert pour que toutes les preuves soient mises en évidence. Parce que selon la famille, l'instruction n'était pas complète. En effet, et c'est assez terrible, des gens sont venus voir les proches du professeur et leur ont confié avoir vu des hommes s'en prendre à Camille le jour du drame. Des témoins auraient vu depuis la mer, en contrebas, 3 individus suspects près de la voiture de Camille. L'un d'eux surveillait l'entrée du cimetière de Port-Louis. Et quand Camille est remontée dans son véhicule, ils l'ont vu s'enflammer. Donc des gens ont vu des choses le jour de la mort de Camille, mais ils ne veulent pas le répéter aux autorités et préfèrent garder le silence pour des raisons qui leur appartiennent. Ils ont sans doute peur de témoigner. Cet élément supplémentaire, donc ce témoignage, ne fait que renforcer le désir de vérité et de justice de la famille Berchel. Parce que depuis le début, elle a la conviction que Camille a été assassinée, mais rien n'y fait. L'affaire a été close par la justice en 2016. La procureure générale a indiqué qu'au terme de l'instruction, aucun élément n'était venu corroborer la thèse d'un homicide volontaire et que seul un élément nouveau pourrait rouvrir la procédure. Voilà pourquoi les proches ont continué de se battre par la suite. Ils ont distribué des tracts dans les rues de Port-Louis pour inciter d'éventuels témoins à se faire connaître. Au bout de toutes ces années, il est temps que les gens qui savent quelque chose parlent, a déclaré Marie-Ève. En novembre 2019, à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de Camille, sa famille organise une marche à Pointe-à-Pitre afin de commémorer sa fin tragique. Une centaine de proches, parmi lesquels des enfants qu'il a sauvés, leurs parents, des anciens collègues, déposent une gerbe sur la tombe du professeur Berchel au cimetière de Pointe-à-Pitre et ils se rendent ensuite à pied au palais de justice de la capitale. Cette marche a aussi pour but de réveiller les consciences, d'affirmer à la population guadeloupéenne que le docteur Camille Berchel ne s'est pas suicidé, mais qu'il a bien été supprimé et que ses assassins courent toujours. Et ce jour-là, la famille et ses soutiens ont déposé des fleurs blanches sur le parvis du tribunal de Pointe-à-Pitre afin que justice soit faite. Les proches de Camille demandent publiquement la vérité sur ce drame que certains se sont efforcés de faire passer pour un suicide. Et ils se demandent encore pour quelle raison. Mais depuis 1999, ils attendent toujours des réponses. Aujourd'hui, en 2022, on en est toujours au même stade, près de 23 ans après ce jour fatidique où le professeur Berchel a perdu la vie. Depuis, son corps a été incinéré. On ne sait pas si sa voiture existe toujours et où elle se trouve. Mais les proches de Camille ne l'ont pas oublié et ils ne l'oublieront jamais.
ils continueront à se battre pour que la vérité éclate. En Guadeloupe, ils entendent toujours dire parfois que le professeur s'est suicidé, et ça n'était pas le cas. D'après eux, Camille Berchel a été lâchement assassiné sur la plage du Souffleur à Port-Louis. Et pour eux, Camille Berchel ne reposera en paix que le jour où justice lui sera rendue. La famille a épuisé beaucoup de moyens financiers parce que c'est vrai que c'est cher de recruter des avocats, elles n'ont pas de gros moyens. Voilà pourquoi ils attendent plus que jamais un témoignage qui permettra de rouvrir l'enquête avec l'espoir de rendre enfin justice à Camille. Ses frères et sœurs, ses enfants, veulent continuer à se battre pour que les exécutants et aussi les commanditaires de l'assassinat de Camille soient déférés devant un tribunal. Et ils font aussi tout ça pour rétablir définitivement l'image de Camille Berchel, qui était, de l'avis de beaucoup de monde, un homme bon et dévoué, dont le combat a toujours été d'améliorer la santé des enfants aux Antilles. Du point de vue de ceux qui l'ont connu, Camille Berchel a trop œuvré pour la Guadeloupe pour être oublié. Nous avons vu les faits, nous allons passer maintenant à la partie commentaires et analyse. Cette affaire non élucidée est assez révoltante, c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler, parce que quand on examine objectivement les faits, on se rend compte que cette thèse du suicide ne tient pas la route pour toutes les raisons déjà évoquées précédemment, et aussi pour une raison assez claire. Marie-Ève Berchel a pointé le fait qu'aucune preuve n'a jamais été apportée. Comment ont-ils pu affirmer aussi vite que Camille s'était suicidée ? Dès le matin du drame, il faut le rappeler. Et si la thèse du suicide était si évidente que ça, pourquoi la justice a-t-elle passé autant d'années à instruire un dossier d'homicide volontaire ? Encore une fois, la famille n'a jamais cru que Camille ait mis fin à ses jours. Elle veut la réouverture d'une enquête pour homicide volontaire parce qu'elle estime qu'il y a trop de zones d'ombre concernant les circonstances de la mort de Camille. Les constatations techniques sur son corps et sa voiture, les témoignages. Il y a d'autres points aussi qui posent question. On n'a par exemple jamais retrouvé les clés de son bureau à l'hôpital. Autre exemple, par un curieux hasard, le garage dans lequel était censée être remisée la voiture calcinée de Camille a elle aussi été victime d'un incendie. C'est bizarre. Donc la famille ne croit pas à la thèse d'un suicide, mais plutôt à un assassinat. Petit rappel, un assassinat est un crime prémédité. Et quand on examine les circonstances de la mort de Camille, on se rend compte qu'il ne s'agit vraisemblablement pas d'une mauvaise rencontre ou d'un crime crapuleux. Non, Camille est tombée dans ce qui ressemble beaucoup à un guet-apens. Mais même quand on accepte la thèse d'un acte criminel, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Les grandes questions restent de savoir qui étaient les exécutants. 3 personnes apparemment, selon les témoignages. On peut donc parler d'une forme d'exécution. Et aussi et surtout, qui étaient les commanditaires. C'est-à-dire, qui a décidé qu'il fallait que Camille meure? Qui a rémunéré ces individus pour supprimer Camille? Bien entendu, on ne va pas donner de nom dans cette vidéo, j'en serais bien incapable. On n'est pas dans un tribunal, et puis il faut aussi de sérieuses preuves pour pouvoir porter des accusations. Et aussi, la plus grande raison, c'est qu'on va voir qu'il y a beaucoup de pistes possibles. C'est ce qui rend ce dossier extrêmement complexe. Les policiers, les gendarmes ont étudié un certain nombre de pistes. Parce que Camille Berchel était quelqu'un de très dynamique, de très actif à la Guadeloupe. Il avait plusieurs casquettes. Donc s'il a fait l'objet de ce qu'on appelle un contrat, si quelqu'un a décidé qu'il fallait qu'il meure, ça pouvait être beaucoup de monde. Camille avait beaucoup d'activités à la Guadeloupe. Il était déjà, rappelez-vous, chef du service de pédiatrie et de néonatologie au CHU de Pointe-à-Pitre. Et on a déjà dit qu'à l'hôpital, il faisait l'objet de pas mal de critiques, menaces et jalousies. Il aurait donc pu avoir des ennemis dans son entourage professionnel. On peut certes avoir des inimitiés, des différends au sein de son milieu professionnel, mais de là à payer quelqu'un pour liquider notre personne, il y a quand même une marge. Donc apparemment, à l'hôpital, Camille Berchel avait des relations houleuses avec d'autres personnes, mais bon, il faut quand même se garder d'en arriver à des conclusions hâtives. Parce qu'en plus de diriger son service, Camille avait aussi beaucoup d'autres activités. Il était par exemple président de la commission médicale à l'hôpital. Par ailleurs, il était aussi expert auprès des tribunaux. Est-ce qu'il n'aurait pas été victime d'une vengeance liée à cette activité? Tout est possible après tout. Et ça n'est pas fini. Camille Berchel travaillait aussi, selon sa fille, sur un dossier de génétique à la Désirade, une autre île de Guadeloupe dont on va parler. Ce projet de génétique n'a jamais vu le jour.
Enfin, on va parler maintenant d'un autre problème qu'il y avait à l'époque en Guadeloupe, un problème à la désirade. Donc c'est un sujet un peu touchy, un peu sensible, mais bon, il est important que je vous en parle. Il faut que je vous explique les choses, on va prendre le temps parce que c'est intéressant. La Désirade est une petite île de 24 km² à 9 km à l'est de la Guadeloupe, qui dépend administrativement d'elle. En 1999, elle n'abritait qu'environ 1600 habitants, 1700 à l'heure actuelle. Pendant très longtemps, la Désirade a vécu sans eau courante. La population se servait de l'eau des 3 sources présentes sur le territoire. Des puits ont aussi été creusés, des citernes installées. Par la suite, 2 usines de dessalement de l'eau de mer ont été construites à la Désirade, mais après le passage du cyclone Hugo en 1999, ces 2 usines ont été trop endommagées pour envisager des réparations. En février 1991, une canalisation sous-marine d'une longueur de 14 km a été installée pour transporter l'eau potable depuis la Guadeloupe continentale jusqu'à la Désirade. L'installation de cette canalisation a été un véritable progrès pour les Désiradiens, donc les habitants de la Désirade. Mais ça a été le début d'une série d'événements inquiétants. Le 22 octobre 1991, Mathias Mathurin, le maire de la Désirade, âgé de 45 ans, circule vers 23 h sur une petite route de l'île au volant de sa voiture, une Peugeot 505 bleue, quand il est brusquement stoppé par un barrage de fortune. Plusieurs hommes armés de fusils de chasse calibre 12 le font sortir de son véhicule et l'abattent de 2 tirs à bout portant. Son corps sera retrouvé le lendemain, carbonisé. Apparemment, Mathias Mathurin a été aspergé d'essence. Tiens. Et Mathias Mathurin a été victime d'un véritable acharnement. Il a même eu la langue coupée. Donc en février 1991, les gendarmes vont mener l'enquête sur la mort de Mathias Mathurin. C'est un dossier qui est là encore compliqué parce que les agresseurs du maire n'ont pas été identifiés et on ignore le mobile exact du crime. Les gendarmes ont étudié beaucoup de pistes. On s'est demandé par exemple si la fin dramatique du maire n'avait pas un rapport avec sa vie privée. En effet, avant de mourir, le maire sortait de chez sa maîtresse. Il avait, semble-t-il, une vie sentimentale très agitée. Donc les gendarmes ont creusé la vie privée du maire et ils ont bien entendu aussi étudié la piste politique parce que M. Mathurin était un homme politique très engagé au niveau local, notamment au niveau de l'environnement. Et selon le site désiradesanté.com, Mathias Mathurin avait refusé de signer la réception des travaux de la canalisation sous-marine entre la Guadeloupe et la Désirade. Et ça n'est pas tout. Quelques jours avant sa mort, Mathias Mathurin avait, lors d'un conseil municipal, obtenu l'implantation d'éoliennes pour la production d'électricité. Un projet qui avait de nombreux détracteurs et qui avait fait grand bruit sur l'île. Autrement dit, peut-être qu'à la Désirade, des habitants avaient des raisons d'en vouloir au maire. Donc dans ce dossier, les enquêteurs ont vérifié beaucoup de pistes, mais ces pistes n'ont mené nulle part. L'assassinat de Mathias Mathurin reste non élucidé à ce jour. Aujourd'hui, une stèle commémorative a été érigée à la Désirade, à l'endroit où Mathias Mathurin a été exécuté. Mais ça n'est pas terminé, ne partez pas. En septembre 1995, la canalisation sous-marine entre la Guadeloupe et la Désirade, donc qui amenait l'eau potable, a été endommagée après le passage d'un bateau et surtout des cyclones Louis et Marilyn. L'eau ne sera rétablie à la Désirade que 3 mois plus tard. Et dans les mois suivants, plus de la moitié de la population de la Désirade sera victime de douleurs abdominales et de problèmes cutanés. De plus, des vers translucides apparaissent parfois dans l'eau des robinets des Désiradiens. 3 ont été analysés. Apparemment, on n'a jamais vraiment réussi à savoir quels étaient ces vers. C'était peut-être des vers marins. Ça pourrait paraître logique, parce que si la canalisation a été abîmée, il est tout à fait possible que des vers marins se soient introduits dans la canalisation d'eau potable. Mais ça n'est pas fini. Donc une grande partie de la population de la Désirade a eu des problèmes de santé. Et entre septembre 1995 et juillet 1996, 230 habitants et plusieurs touristes ont même été opérés d'appendicite, dont 70 pour le seul mois de juin. Vu la taille et la population réduite de l'île, certains ont parlé d'une véritable épidémie d'appendicite. Mais en juillet 1996, le nombre d'appendicites s'est brutalement réduit. Et l'une des raisons possibles, c'est que le seul médecin de l'île, le docteur Louis-Marie Le Cabellec, un breton, avait demandé à la population de ne plus boire l'eau du robinet. Le docteur Le Cabellec est devenu, en quelque sorte par la suite,
le porte-parole des Désiradiens, c'est-à-dire les habitants de la Désirade, pour dénoncer la pollution de l'eau du robinet. Cette eau du robinet qui était, selon lui, responsable d'affections intestinales sans précédent. Et les habitants de la Désirade, les Désiradiens, étaient d'accord avec le docteur Kabelek. Ils ont établi eux aussi, à tort ou à raison, une corrélation entre ce nom important de problèmes de santé, d'appendicite et l'impureté de l'eau qu'ils avaient consommée ces derniers mois. En ce qui concerne les autorités sanitaires, l'administration, elle conteste fortement cette hypothèse. En janvier 1996, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale assure que l'eau de la Désirade ne contient aucun signe de contamination bactériologique. On entend alors dire que la population de la Désirade serait victime d'une psychose collective provoquée notamment par le docteur Le Kabelek. En clair, tout ça aurait été dans leur tête et puis voilà quoi, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc on va pas se mentir, le docteur Kabelek, vu son activisme, n'était pas très bien vu de l'administration et aussi évidemment des services de l'eau, quoi. Donc il y avait une atmosphère un peu spéciale à l'époque à la Désirade, il y avait un climat un peu délétère et dans ce contexte particulier, un nouveau drame est survenu. Le 11 août 1996, Louis-Marie Le Kabelek, donc le docteur de la Désirade, est sauvagement attaqué à son domicile. Un inconnu lui plante un poignard de 40 cm de long dans la poitrine et la lame le traverse de part en part. Mais, et c'est un véritable miracle, le docteur Le Kabelek va survivre. Seulement, les gendarmes ne parviendront jamais à identifier son mystérieux agresseur. On ne sait pas si cette agression sauvage avait un lien avec l'engagement très fort du docteur Le Kabelek au niveau sanitaire, à la Désirade. Néanmoins, le docteur avait déjà été victime de 2 tentatives d'assassinat. On en voulait assurément au docteur. 15 jours avant l'agression du docteur, son mécanicien avait découvert sous sa voiture une torche artisanale. Le réservoir avait été percé et on avait coincé un morceau de papier journal en dessous, qui, au contact du tuyau d'échappement, devait s'enflammer. En résumé, on voulait provoquer l'incendie de sa voiture. Et ça n'est pas tout. En mai 1996, donc quelques mois plus tôt, le docteur avait manqué de sortir de route en pleine garrigue. Le circuit d'alimentation du liquide de frein de sa roue avant droite avait été sectionné net. Donc on peut clairement parler de sabotage. Pas besoin d'être grand clair pour comprendre que certains voulaient la mort du docteur. Donc le docteur Le Kabelek a survécu par chance à son agression en août 1996, mais il a cessé par la suite d'exercer à cause de lourdes séquelles. Et là encore, la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet n'a jamais été résolue. Et le 19 septembre 1997, la justice a déclaré un non-lieu. Encore un. Par la suite, les débats ont continué sur la question de l'eau possiblement polluée de la Désirade. Bon, vous allez me dire, Lionel, c'est intéressant tout ce que tu nous racontes, mais quel rapport avec le docteur Camille Berchel? Tu es hors sujet là, Coco? Eh bien non, je ne suis pas hors sujet. Mais vous allez comprendre. Déjà, Camille Berchel était guadeloupéen, mais originaire de la Désirade. Et surtout, en 1999, un institut privé, l'Institut Jean Dossé, a été chargé de mener une enquête de santé publique à la Désirade sur la question de l'eau. Et le professeur Camille Berchel était associé à cette enquête en tant que chef de service de pédiatrie de l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Et quelques mois plus tard, le 14 novembre 1999, Camille Berchel connaissait une fin tragique dans sa voiture près du cimetière de Saint-Louis. Après ce décès et devant l'hostilité de la population de la Désirade, l'Institut Jean Dossé a finalement renoncé à son enquête. Voilà, donc vous avez tous les éléments en main. Et bon, attention, je tiens à être très clair, aucun lien direct n'a été établi entre la mort du professeur Berchel et puis le dossier sulfureux de l'eau polluée de la Désirade. On ignore si la fin prématurée du professeur Berchel a un rapport avec la question sanitaire de la Désirade. C'est peut-être une pure coïncidence, mais bon, quand on se rappelle de l'atmosphère spéciale qu'il y avait à la Désirade à cette époque, et vu les tentatives de meurtre sur le docteur Le Kabelek, vu les sabotages sur sa voiture, et sachant que le professeur Berchel était un homme droit, qui avait son franc-parler et qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, peut-être que là encore, le professeur Berchel a dérangé. Mais bon,
C'est un homme qui dérangeait dans beaucoup de domaines en fait. Et voilà, on ne sait pas en fait. On ne sait pas du tout. Peut-être que la mort du professeur n'a rien à voir avec la désirade. Attention. En résumé, en conclusion, il y a beaucoup de pistes dans ce dossier, beaucoup de pistes, beaucoup d'hypothèses qui mériteraient d'être creusées. Et ça, c'est le travail de la justice, c'est le travail de la police, des gendarmes. Voilà pourquoi ça serait une bonne chose que l'enquête sur la mort du professeur Camille Berchel soit réouverte. C'est ce que réclame sa famille depuis des années et c'est tout ce qu'il faut leur souhaiter. Donc c'est la conclusion de cette vidéo. Souhaitons bon courage à la famille et aux proches de Camille Berchel qui réclament la vérité depuis tant d'années. Ce qui est terrible, c'est qu'elle sait qu'il y a des témoins, des gens sont venus leur parler en privé et il faudrait vraiment que ces personnes parlent aux autorités pour que justice et vérité soient faites. Peut-être que si les témoins parlaient, ça leur permettrait aussi de soulager leur conscience. Ce qui est très important de dire aussi, c'est que, en plus évidemment de la recherche de vérité et de justice, la famille Berchel veut que la mémoire de Camille reste vivante et que la Guadeloupe se rende compte de la qualité de l'homme qu'ils ont perdu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo qui me tenait à cœur de faire, même si elle est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais bon, je trouvais cette affaire tellement révoltante que... Et puis les proches de Camille tellement touchants, notamment son frère Max. Moi je trouve que ces gens-là sont touchants. Il y a aussi Marie-Ève et puis Nicolas qui sont plus très dignes quand ils s'expriment dans les médias. Et voilà, ça c'est vraiment une bonne chose qu'ils puissent enfin penser leur plaie et puis faire enfin leur deuil après toutes ces années. Donc plein de pensées positives pour eux. Et espérons que cette vidéo, cette modeste vidéo, permettra au moins déjà de faire connaître l'histoire de Camille, lui rendre hommage, et puis peut-être pas refaire démarrer l'affaire, non, j'ai pas cette prétention, mais au moins en reparler. Parce qu'encore une fois, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier Camille, et ce serait trop facile de tourner la page. Non, il faut vraiment que la vérité et la justice soient faites. Un non-lieu n'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Donc pour ceux et celles qui sont toujours là, merci de bien vouloir liker cette vidéo, de la partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en activant la cloche pour ne louper aucune vidéo. S'abonner, ça prend 2 secondes, ça coûte rien. Et puis c'est une grande aide pour soutenir mon travail. Merci à vous. J'en profite pour saluer les spectatrices et spectateurs de la Guadeloupe, un département d'outre-mer que je vous invite à découvrir. Je vais vous parler un peu de ma vie, 30 secondes. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller à la Guadeloupe et mon oncle vivait même à Pointe-à-Pitre. Donc je lui ai rendu visite. Et mon oncle était quelqu'un qui adorait la mer, c'était un marin et il était même impliqué au niveau de la SNSM, c'est-à-dire la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Donc voilà, il s'appelait Didier. Donc si vous habitez à Pointe-à-Pitre, si vous êtes sauveteur en mer, vous l'avez sûrement connu. Didier B, voilà. Et il était dentiste aussi par ailleurs. Voilà, et il n'est plus malheureusement. Et d'ailleurs, voilà, j'ai une petite pensée pour lui, c'est l'occasion aussi. Et voilà. Donc, amitié aux Guadeloupéens. Je sais qu'il y a aussi des Guadeloupéens en France, voilà, beaucoup, en métropole. J'ai pas souvent l'occasion de parler des dom-toms. Cette affaire Camille Berchel était l'occasion rêvée pour moi parce que, encore une fois, c'est une affaire qui n'est pas du tout connue en France et qui, à mon sens, mériterait d'être élucidée un jour. Voilà, je vous laisse. Merci si vous êtes encore là. Cette vidéo est interminable, mais bon, j'en profite. Donc moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères et en attendant, ne disparaissez pas.